Monsieur le Premier Président, cher Pierre, j'ai le grand plaisir de te passer la parole. Merci, cher Michel, mesdames, messieurs. Grand plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui en tant que nouveau président émérite. Je ne sais pas si je dois prendre ça vraiment comme une démarche amicale, parce que je suis encore assez actif dans la profession qui est la mienne, où je suis vraiment le président de la Cour des comptes. L'émérite, en général, c'est l'amorce d'une retraite qui me paraît un peu prématurée, mais s'agissant de confrontation, je l'accepte bien volontiers, parce que je plaisante, je suis honoré et content de prendre la parole devant vous, devant autant d'acteurs majeurs de la construction européenne et de la pensée sur la construction européenne, représentant à la fois des administrations nationales, européennes, du monde politique, des entreprises, des ambassadeurs étrangers, des associations, des collectivités. Et si j'ai accepté en effet de m'investir dans confrontation à ce moment, c'est pour deux raisons. D'abord parce que je suis un vieux compagnon de route de confrontation, au-delà du fait que Philippe a été mon professeur, en effet, dans les années 70, dans une université où il était le plus modéré à l'époque. Il était communiste, mais la plupart, en fait, étaient trotskistes. Il s'agissait de Nanterre à l'époque, puis nous avons eu l'occasion de cheminer ensemble. Et j'ai toujours apprécié confrontation. Je pense qu'il y a une raison d'être à confrontation qui est aujourd'hui extrêmement vivace, qui est effectivement de permettre que des gens qui ne pensent pas pareil sur ce grand sujet, l'Europe, se parlent. Nous vivons dans une crise qui est une crise démocratique. Elle est partout en Europe. Elle est en France. On l'a vu encore dimanche dernier. Comment ne pas l'évoquer? Et c'est pas un hasard si confrontation est née au lendemain du référendum sur le traité de Maastricht. Regardez la carte électorale du non et du oui en 92. Regardez ce qui s'est passé ce week-end et vous verrez qu'il y avait là des forces qui travaillaient depuis longtemps. Et il y a un enjeu, et c'est la deuxième raison pour laquelle je suis heureux d'être avec vous, à penser dans ce moment, à penser l'Europe, à penser la démocratie, et à faire en sorte que, effectivement, ceux qui ne pensent pas pareil sur ce sujet se parlent. Comment retrouver, comment réconcilier les couches populaires et certaines formations politiques que j'ai connues dans d'autres fonctions avec l'Europe. Pendant longtemps, je suis l'élu d'une circonscription qui a choisi pour la première fois un député Rassemblement National, après une très lente montée de cette force politique. Et le sentiment européen n'était pas pour rien pour l'ouvrier de Sochaux, qui avait toujours voté à gauche et qui, au fil du temps, a voté Rassemblement National et puis qui, à un moment donné, a sauté le pas. Je me souviens que dans cette circonscription, j'avais été élu député européen en 2004 à la tête d'une liste, et j'avais fait 42%. L'année suivante, dans la même circonscription, 68% pour le non au traité constitutionnel européen. C'est dire qu'il y a des choses compliquées que finalement nous n'adressons pas. Et je pense qu'il faut aujourd'hui les réfléchir dans ce moment démocratique tellement compliqué que vit notre pays et l'Europe. Alors, Michel m'a demandé de traiter rapidement, en 10 minutes, d'un thème sur lequel je m'efforce encore de réfléchir dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. L'avenir de l'Europe, avec le retour de la guerre sur notre continent, avec les conséquences économiques de celle-ci. Et je vais me cantonner à 3 enjeux cruciaux, parce que je n'ai pas le temps de faire la grande fresque. La question politique et géopolitique, avec la guerre en Ukraine, la question économique, et donc celle de la relance et de l'inflation, et la question écologique, qui ne doit pas être la sacrifiée du moment que nous vivons. D'abord, face à la guerre en Ukraine, je pense que l'Europe est condamnée aujourd'hui à enfin penser la puissance et à se définir, c'est un des objets de confrontation Europe, comme à la fois politique et géopolitique. Si nous ne le faisons pas dans le monde qui aujourd'hui est en train de se réorganiser autour de puissances, et il y a bien sûr la confrontation avec la Russie, une puissance dangereuse, puissance hostile, mais pas puissance économique. Le PIB de la Russie est égal à celui de l'Espagne. C'est la moitié de celui de l'Italie ou de la France. Mais à côté de ça, il y a la confrontation entre les États-Unis et la Chine qui demeure absolument première. Si les Européens restent une collection de nations divisées, s'ils ne sont pas capables de s'unir, s'ils ne sont pas capables de se définir politiquement et géopolitiquement, alors dans ce monde-là, ils ne pèseront pas, nous ne pèserons pas. Et c'est ça, au fond, que nous dit le retour de la guerre en Europe. Le déclenchement de cette guerre par Vladimir Poutine, par cette agression, par cette lecture révisionniste de l'histoire européenne qu'il développe, met un terme à une illusion que certains ont pu avoir, que vous n'aviez pas, Confrontation Europe, qui était celui de la fin de l'histoire.
C'était au fond le rêve de Francis Fukuyama. Une seule puissance, l'hyperpuissance américaine, une seule forme de pensée, le néolibéralisme, et puis finalement tout le monde, y compris dans les formes démocratiques, allait se ranger autour de cet ordre. Et finalement, ça n'a pas été une nouvelle ère, c'était plutôt une parenthèse qui s'est fermée maintenant et qui ouvre sur beaucoup d'incertitudes. Et dans ces incertitudes, que va faire l'Europe? C'est la grande question. Évidemment, cette guerre, c'est d'abord une crise aux conséquences humanitaires et sociales désastreuses. La première chose, c'est avant tout de savoir qu'il y a 7 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir vers les pays voisins, qu'il y a 12 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire vitale. Il se trouve que, en tant que premier président de la Cour des comptes, je suis l'auditeur externe du Programme alimentaire mondial et que je remettais ce matin le rapport. Les conséquences humanitaires et sur le plan de la fin de la guerre en Ukraine sont considérables à l'échelle d'abord ukrainienne, mais aussi mondiale, et d'abord en pensant à l'Afrique. Et puis, cette agression de la Russie contre l'Ukraine, c'est une attaque directe contre la démocratie qui ouvre une nouvelle ère géopolitique. Nous vivons un contexte qui est celui de la montée de ce qu'on appelle, je n'ai jamais compris ce que signifiait cet oxymore, en vérité des démocraties libérales. On les appelle encore démocraties parce qu'on y vote, mais la réalité c'est que les contre-pouvoirs ne peuvent pas y vivre. Des régimes populistes, des régimes autoritaires. Sur la planète, le nombre de nations vraiment démocratiques a beaucoup reculé en vérité. Tout ça, ça implique un changement de paradigme. Mais je ne suis pas pessimiste quand je pense à l'Europe dans ce monde-là. Encore une fois, à condition qu'elle soit capable de se penser comme politique et géopolitique. Parce que ce que je vois, c'est une capacité assez inattendue finalement, et qui a surpris Poutine. Qu'est-ce qui l'a surpris dans cette affaire? La résistance ukrainienne d'abord, l'engagement américain, nous devons le dire tout de même. Heureusement que c'est Joe Biden et pas Donald Trump, qui est aujourd'hui le président des États-Unis, et l'unité européenne. Et de ce point de vue-là, les 5 premiers paquets de sanctions votés sont la preuve de la capacité de l'Union européenne à déployer des mesures ciblées, des restrictions économiques plus larges dans le secteur énergétique, dans tout ce qui concerne aussi bien le charbon que le pétrole brut et demain, je crois, le gaz, dans le secteur bancaire. Ce n'était pas tout à fait simple, trivial, d'exclure certaines banques russes et biélorusses du réseau SWIFT, l'interdiction des transactions par la Banque centrale russe. Tout ça, ce sont des actes forts qui montrent une détermination de l'Union européenne qui n'était pas donnée. Non seulement elle n'était pas donnée, mais en réalité, elle n'a pas été simple, parce que face à l'attaque sur nos valeurs, il fallait trouver des consensus. Je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de critiquer l'Allemagne et de critiquer le chancelier Olaf Scholz. Je me suis rendu il y a peu de jours à Berlin. Je pense qu'il faut être mesuré, en vérité, dans nos critiques. Et mesurer aussi ce que ce chancelier a fait. Il y a tout de même des changements historiques. La décision de suspendre le processus de certification du projet de gazoduc Nord Stream 2, ou encore l'augmentation du budget de la défense de 100 milliards d'euros dans les années qui viennent. Ce ne sont pas des petites décisions. Elles ne seront pas sans conséquences sur l'avenir européen. Et je crois aussi que ce moment nous permet, cher Alain, de dépasser un vieux débat, le débat entre la défense européenne sui generis et l'OTAN. Nous savons qu'en réalité, nous ne pouvons pas faire la défense européenne sans l'OTAN. Mais l'OTAN a besoin aussi d'un pilier, d'une construction qui soit propre. Et ça nous permettra en vérité d'avancer, j'en suis persuadé. Dans ce contexte, je ne veux pas me risquer à anticiper le futur, mais je crois tout de même qu'on peut esquisser certaines grandes orientations. Je vais en souligner 3. La première, c'est que la question des frontières revient dans le débat européen. Et de ce point de vue-là, je vais vous avouer une insatisfaction. J'entends parler de communautés géopolitiques, de conférences européennes, et ça me rappelle des souvenirs que je n'aime pas beaucoup. Quand j'étais ministre des Affaires européennes du gouvernement de Lionel Jospin, dans les années 97-2002, nous avions des bidules comme ça, qui suivaient le discours de François Mitterrand sur la Confédération européenne. Et soyons conscients que c'est quand même vécu à l'est de l'Europe comme « allez, on ne veut pas de vous au fond, on crée une forme de salle d'attente ». Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus résolu. Et de ce point de vue-là, je suis très satisfait et heureux que finalement, Emmanuel Macron, Mario Draghi et Olaf Scholz soient allés à Kiev et se soient prononcés pour la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faudra traiter les autres. Il faudra traiter celle de la Géorgie, il faudra traiter celle de Moldavie. Tout ça n'est pas simple. Et il faudra aussi créer une sorte, pardon de l'anglicisme, de fast-track. On ne peut pas leur dire que c'est dans 15 ans que ça va se passer. Ça n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'il faudra penser autrement le rapport entre le centre et la périphérie. S'ils adhèrent à l'Union européenne, ce ne sera plus tout à fait la même Union européenne. Et il faudra qu'au sein de cette Union européenne, il y ait un cœur
Joschka Fischer parlait d'une avant-garde, on parlait de groupes pionniers. Je vais anticiper sur ce que je vais dire ensuite, mais pour moi, ça existe déjà, cher Pervenche. C'est la zone euro. C'est autour d'elle qu'on doit bâtir le cœur, pas seulement économique, mais aussi politique de l'Europe. Deuxième réflexion, c'est sur l'Europe de la défense. En vérité, j'ai déjà dit ce que je voulais en dire. Je crois qu'il va falloir avancer là-dessus et fortement par des mécanismes flexibles et aussi par le développement de notre autonomie stratégique et celui surtout de notre industrie de défense. Enfin, la géopolitique et la politique sont les deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas de géopolitique possible s'il n'y a pas de politique. Et il faudra bien que d'une façon ou d'une autre, on reprenne le chantier institutionnel qui s'est interrompu par le non français à un autre traité. Le traité constitutionnel européen, là aussi, s'est dépassé. Mais quand même, sur quelques sujets, qu'est-ce qu'on fait du principe des Spitzenkandidaten ? Moi, je suis vraiment favorable à ce qu'on le respecte. Comment peut-on avancer dans le domaine social et fiscal ? J'en ai fait l'expérience comme commissaire européen, j'étais aussi commissaire à la fiscalité, sans vote à la majorité qualifiée. Est-ce qu'on peut continuer à vivre avec l'unanimité dans ces domaines ? Ma réponse est franchement non. Enfin, troisième chose, je crois qu'il est fondamental que nous trouvions comment incarner cette Europe et éviter cette dispersion du champ institutionnel. De ce point de vue-là, la conférence européenne a ouvert un certain nombre de pistes. C'est toujours compliqué de proposer la réforme des traités, il n'y a pas forcément un grand appétit pour ça, mais cette voie ne peut pas être fermée. Comment la rouvrir intelligemment ? Voilà un sujet de réflexion, me semble-t-il, pour nous tous, mais il va falloir le faire. Deuxième thème que je voudrais traiter plus vite, c'est sur le plan économique, parce que tout ça est beaucoup dans le débat. Évidemment, l'Europe sort de la crise la plus violente de son histoire, la crise Covid, et elle est confrontée aux conséquences de la guerre en Ukraine. Pas la peine de vous faire le tableau. La crise Covid a représenté une crise majeure pour l'économie européenne. L'année 2020 a été la plus mauvaise année de croissance depuis le début du XXe siècle, plus mauvais que n'importe quelle année de la crise de 29-32, même si le rebond a été plus rapide. Pour les finances publiques, elle a aussi été assez désastreuse et nous avons vu s'accroître la dette avec le quoi qu'il en coûte. Comment, maintenant, pouvons-nous sortir de cela alors qu'arrive un nouveau choc, qui est un choc qui se traduit par de l'inflation et par moins de croissance, avec le risque d'une récession, le risque de la stagflation. Et de ce point de vue-là, les prévisions économiques ne sont pas si pessimistes, mais nous devons quand même garder plusieurs scénarios au feu. Et dans ce nouveau contexte d'incertitude économique, je crois, c'est ce que je commençais à dire, qu'il est urgent d'approfondir le noyau d'intégration économique qu'est la zone euro. On a déjà vu la suspension des règles du pacte de stabilité et de croissance pendant la crise. On a une détérioration des perspectives économiques qui justifie qu'on prolonge cette suspension jusqu'en 2023. Je ne le conteste absolument pas, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Nous ne pouvons pas vivre éternellement avec les règles du pacte telles qu'elles sont. Alors il va falloir sans doute ruser un peu. Je ne suis pas certain qu'on pourra détruire les ancres de 3%, d'ailleurs je ne crois pas qu'il le faille. Celle de 60% n'a plus grand sens dès lors que la dette publique est à 95% dans la moyenne de la zone euro, 120% dans beaucoup de pays, 115% dans le nôtre, 160% en Italie. C'est pas ça qui est urgent. Mais avoir une lecture du pacte qui soit plus flexible, qui soit plus favorable à la croissance, qui tienne compte davantage des réalités nationales. Voilà un certain nombre de réformes qui sont indispensables et qui me paraissent mûres. Je pense aussi que l'architecture de la zone euro doit se tourner vers un budget de la zone euro. Alors de ce point de vue-là, on peut aussi maintenant confondre d'une certaine façon le budget de la zone euro et le budget de l'Europe. Pour le dire différemment, pour moi, Next Generation EU, ce grand plan de 750 milliards d'euros, c'est une innovation fondamentale qui n'est pas le moment hamiltonien de l'Europe. Nous n'avons pas décidé de créer une dette fédérale, mais tout de même 750 milliards d'euros, 390 milliards d'euros qui sont des subventions et pas des prêts. Le fait d'y intégrer tout de suite la question de la solidarité, 200 milliards pour l'Italie, 5 milliards pour les Pays-Bas, ça c'est une innovation fondamentale. Et enfin, avoir enfin traduit dans la réalité l'idée de Jacques Delors, déjà en 1992, d'un emprunt commun, voilà des pas en avant. On ne peut pas en rester là. La tentation sera très forte de dire qu'une fois qu'on revient à la normale, et ça finira par arriver, ça aurait été un accident ou un one-off. Non, il va falloir cranter une hausse du budget européen et, en face, mettre enfin en place de véritables ressources propres. Quel candidat pour ça ?
Évidemment, il y a tout ce qui concernera l'énergie. De l'autre côté, il y a tout ce qui concernera les grandes entreprises. Il faut s'inscrire résolument dans le cadre de l'OCDE, mais l'européaniser. Cette zone euro, elle ne peut pas progresser sans qu'il y ait une gouvernance et un leadership plus fort. Je milite depuis très longtemps pour la création d'un poste de ministre européen des finances et de l'économie. Je peux le faire d'autant plus maintenant que je ne peux plus apparaître comme candidat pour ça, mais je crois vraiment que le commissaire en charge des matières qui furent les miennes doit être vice-président de la Commission, présider l'Eurogroupe, disposer d'un budget, s'appuyer sur le Parlement européen, y compris dès lors qu'on est dans le vote à la majorité qualifiée, dans les matières fiscales, pour pouvoir aller vers des avancées tout à fait décisives. Ça n'est pas une option qui a été retenue, je le regrette, mais je pense qu'elle reste devant nous. Dernière chose, car je suis en train de dépasser mon temps, le plus grand défi auquel est confronté le monde et l'Europe sur le long terme, c'est tout de même celui de faire face à la crise environnementale. Là-dessus, je ne veux pas être long parce que je veux surtout avoir un message politique très clair. C'est la question de l'indépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles russes qui est bien sûr au centre de l'attention politique, mais au-delà de ça, l'Europe doit vraiment se tourner vers un modèle plus durable. Et je vois bien les tentations qui peuvent exister de multiplier les plans sectoriels ici et là, les réponses à ceci, cela, tout besoin qui existe, en disant finalement, est-ce que c'est tellement urgent de trouver les financements pour mettre en place le Green Deal, qui est le principal projet de cette commission. Mais oui, je pense que ce Green Deal est tout de même un bon choix, qu'il dessine une nouvelle architecture pour la politique de l'Union européenne autour de 3 piliers, une politique environnementale qui vise à faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050, une politique fiscale et financière qui vise à renforcer la fiscalité verte et à promouvoir des dépenses ciblées sur des investissements durables. Enfin, la transformation des principaux systèmes de consommation et de production d'énergie, de transport, de logement, d'alimentation. Et de ce point de vue-là, il faut continuer à aller de l'avant. Ça, c'est mon message principal. Et entendre aussi que c'est avant tout ce qu'attendent de nous. Nous fêtons un 30e anniversaire, nous ne sommes pas tous jeunes, moi je suis émérite, mais ils attendent de nous cette transformation-là, cette transformation énergétique, et il faut continuer à aller dans le sens de cette ambition avec la Commission et le Parlement européen. Pour conclure, comment ne pas paraphraser Jean Monnet, rappeler que l'Europe est avant tout une union des hommes, avant d'être une coalition d'États. Il faut construire, et ça c'est inlassablement ce que vous faites, ce que nous faisons, un véritable sentiment d'appartenance européen, une identité européenne, un démos européen. Stefan Zweig, en 1942, juste avant sa mort, nous prévenait: l'idée européenne n'est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, comme celui de l'appartenance à un peuple. Elle n'est pas originelle et instinctive, elle naît de la réflexion, elle n'est pas le produit d'une création spontanée, mais le fruit lentement mûri d'une pensée élevée. La pensée élevée, c'est ce que Confrontation s'efforce de promouvoir depuis 30 ans, et nous en avons plus que jamais besoin. Merci beaucoup.